Silver Chamois et... Bonjour Gilles. Je ne sais pas si Silver Chamois et Caroline Louis sont également là. Caroline est avec moi. Fantastique. Et Silver ne devrait pas tarder. Génial. Bonjour. 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 Je ne vous entends pas. Bonjour, bonjour. Oh. Moi, je vous entends bien, mais je ne vous vois pas. J'ai fait quelques réunions dernièrement et je ne voyais personne non plus. Donc, Alors, je suis désolée pour la redite pour les personnes déjà connectées, mais nous sommes maintenant près de 70 connectés à ce webinaire. Je vous invite donc vraiment à couper vos micros pour que ça reste audible pour l'ensemble des personnes. Merci beaucoup. Vous aurez tout à fait la possibilité de rallumer vos micros après pour poser des questions. Il y a le chat aussi qui est disponible. On y répondra et c'est bien pour ça qu'a lieu cette réunion. Mais en attendant... les petites interférences à 9 h du matin, c'est un peu dur pour commencer la rue. Non, j'ai pas du son, j'ai pas du son, j'ai pas du son. Ouais. Alors, il est 9 h 30, on ne va pas tarder à commencer. On attend juste l'arrivée de Silver Chamois qui ne devrait plus tarder. Bonjour à Bonjour. tous, je suis là. Vous m'entendez? Ah oui. Oui, on vous entend. On règle un petit dernier détail technique et puis on s'y met. Merci beaucoup de vous être connectés. Ravi de vous revoir tous les deux. Bonjour. Ok, je pense qu'on peut démarrer. Donc, tu peux afficher les slides si tu veux. Clémence, il y a ma collègue Clémence Le Boyer qui va gérer l'affichage des slides en tant que tel. Et puis, du coup, bienvenue à ce qu'on a appelé une réunion sourcing. Elle est organisée par le groupe BPCE Paris 2024 et ESS 2024.
L'objectif, c'est de pouvoir faire connaître vos savoir-faire pour aider Paris 2024 à faire les bons choix en termes de durabilité et de savoir-faire en termes d'achat. Et donc, il y a un certain nombre de thématiques qu'on va aborder aujourd'hui avec Gilles Verdure, avec Sylvain Chamois, avec Caroline Louis, pour que justement vous puissiez être au courant des besoins de Paris 2024 et voir comment vous pouvez y répondre, que ça soit aussi l'occasion de poser vos questions. Donc, on est sur un webinaire et sur un temps d'échange assez concret. On va commencer par un temps de présentation du côté de Paris 2024, pendant lequel, encore une fois, je vous demanderai de bien couper vos micros et d'afficher vos questions dans le chat qu'on modérera et qu'on pourra faire passer au fur et à mesure. Et puis après, il y aura un temps d'échange qui durera le temps qui devra durer pour que vous ayez vraiment toutes les informations nécessaires. Est-ce que ça vous convient à tous? Okay. Oui, très bien. Oui, très bien. Très bien. Parfait. Merci encore à Paris 2024 de vous mobiliser sur cette réunion et d'être aussi présent. On a de la chance que vous vous mobilisiez ainsi. Et puis, si ça vous convient, on vous laisse la parole. N'hésitez pas à nous dire si vous avez le moindre inconfort technique. Par contre, je ne sais pas du tout. Très bien, je crois que c'est moi qui débute. Donc Gilles Verdure, je travaille à la direction Impact et Héritage de Paris 2024. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous présenter la stratégie héritage et durabilité de Paris 2024. Avant de passer à la slide suivante, je voudrais quand même rappeler quelques éléments de contexte sur l'événement, puisque nous allons accueillir en juillet 2024 à peu près toute la planète, 206 délégations et athlètes. 20 000 journalistes, on va avoir plus de 4 milliards de téléspectateurs. Et donc, du coup, il s'agit de montrer à travers cet événement, évidemment, des compétitions sportives, mais bien plus que des compétitions sportives. Il s'agit de montrer aussi toute l'expertise et tout le savoir-faire français à travers cet événement. C'est un événement, compte tenu des chiffres que je viens de vous donner, sans commune mesure, avec des événements traditionnels et au-delà de la ville haute, l'engagement de tout un pays et de tous les savoir-faire français. Au-delà de la nécessité, c'est aussi un engagement de la part de Paris 2024 depuis la candidature, avec le souhait d'embarquer le plus grand nombre, la population, le mouvement sportif, les pouvoirs publics, les collectivités locales, mais également les acteurs économiques que vous êtes dans cette énorme aventure que sont les Jeux. Et donc, une ambition, ça ne se décrète pas, ça s'organise, ça se met en place avec des axes stratégiques. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur une stratégie durabilité qui reprend un certain nombre de choses en matière sociale et notamment à travers la place du sport dans la société. Parce que vous le savez, le sport peut être un levier formidable en matière de santé, en matière d'engagement citoyen, en matière d'inclusion, en matière d'opportunités économiques et d'emploi. Et donc, on souhaite, dans cette stratégie de durabilité, travailler sur tous ces champs-là. Et on souhaite également travailler sur le levier des enjeux éco-responsables pour faire en sorte que on puisse montrer à travers cet événement les plus hauts standards internationaux en matière d'organisation d'événements sportifs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des enjeux de valorisation pour chacune et chacun d'entre vous. On veut faire connaître le savoir-faire français, des enjeux d'excellence environnementale, et vous les voyez là, il s'agit de neutraliser l'impact carbone, beaucoup plus que ce qui a été fait pour les éditions précédentes. Et donc là, on a des objectifs quantitatifs à respecter. On veut également préserver et régénérer la biodiversité, et ce n'est pas complètement anodin quand on est sur des sites aussi iconiques que le château de Versailles, par exemple, puisqu'il y aura toutes les compétitions d'équitation au château de Versailles. On veut développer très fortement l'économie circulaire, et Caroline, ma collègue, vous présentera la stratégie d'économie circulaire avec des objectifs quantitatifs très forts par la suite. Et enfin, on veut renforcer tout ce qui relève de la résilience. Et dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est rien de le dire, et c'est important de pouvoir le faire, là aussi avec des objectifs quantitatifs très forts. Donc vous le voyez, à la fois sur des logiques de performance sociale et sur des logiques de performance environnementale, Paris 2024 a placé la barre très haut en termes d'ambition et souhaite,
à travers des tournées, mais aussi à travers une organisation de nos relations avec nos prestataires, faire en sorte que concrètement, ça puisse atterrir sur des objectifs quantitatifs que nous suivrons ensemble par la suite. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, ça a aussi des incidences sur la stratégie responsable des achats. Et je vais laisser la parole à mon collègue Silver Chamois pour vous la présenter. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Silver Chamois, je travaille à la direction des achats de Paris 2024 et je suis notamment en charge du déploiement opérationnel de la stratégie responsable des achats. Donc c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger avec des chefs d'entreprise, puisque j'ai déjà été chef d'entreprise, donc je connais les difficultés que vous pouvez rencontrer quand il s'agit d'aller récupérer l'information, d'avoir la bonne information au bon moment, de pouvoir répondre à des appels d'offres, trouver le bon partenaire, etc. Donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc moi je vais vous parler rapidement de la stratégie responsable des achats. Il y a 3 slides, ça va aller vite. Mais surtout, on va vous parler économie circulaire. Et à la fin, je vous présenterai la programmation des marchés de Paris 2024 avec quelques marchés qui sont très concernés, en tout cas qui sont directement concernés par l'économie circulaire et nos enjeux en matière d'économie circulaire. Alors, l'organisation des jeux, je pense que vous l'avez compris, c'est avant tout une vision. Cette vision, elle se traduit à travers une stratégie d'héritage. Oui, il présente Vient de parler, et une stratégie, alors il y a quelqu'un qui a activé son micro, une stratégie également une stratégie responsable des achats, où l'objectif, finalement, il est d'essayer de trouver le meilleur équilibre entre la performance économique, le progrès social et la protection de l'environnement. Et ça, c'est pas évident à faire, c'est ce qu'on essaie de faire. Et cette stratégie responsable des achats, elle s'adresse à toutes les familles d'achats. Donc, ça veut dire, elle s'adresse également à tous les prestataires et à toutes les chaînes de production. J'entends par chaîne de production la restauration, la signalétique événementielle, les aménagements temporaires ou les produits dérivés, par exemple. Alors, vous avez sous les yeux, c'est un peu le cœur du réacteur. C'est-à-dire que cette stratégie responsable des achats, elle s'articule autour de 5 grands piliers, 5 grands engagements, 5 engagements clés, qui sont en fait des critères extra-financiers qu'on intègre dans nos appels d'offres pour sélectionner les prestataires avec lesquels on va travailler. Donc tout d'abord, vous avez la démarche d'économie circulaire et votre capacité, on y reviendra tout à l'heure avec Caroline Louis, votre capacité à proposer des solutions en matière d'éco-conception ou de seconde vie, des prestations, des produits que vous allez nous proposer. Le second, c'est la neutralité carbone et la préservation de l'environnement et votre engagement à réduire l'empreinte carbone de votre activité. Le troisième, c'est l'innovation sociale et votre capacité, je dirais, à mettre en place des actions d'insertion en direction des publics les plus éloignés de l'emploi. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, on parle d'heures d'insertion. Le quatrième pilier, c'est la capacité, votre capacité à vous tourner vers le secteur du handicap pour commander, en tout cas pour commander certaines prestations que vous ne couvrez pas, par exemple, à travers les prestations qui vous auraient été confiées. Et le cinquième et dernier pilier, c'est la création de valeur sur le territoire, c'est-à-dire votre capacité à mobiliser les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les TPE, PME, quand il s'agit d'ETI, enfin d'entreprises de taille intermédiaire ou de grandes entreprises. Voilà, ça c'est vraiment. Et vous voyez que derrière chacun de ces piliers, on va faire tourner des indicateurs sur tous nos sites de compétition. Donc là, on a différents indicateurs, il y en a 5, et dont 2 sur lesquels il y a 2 indicateurs. Tu peux revenir derrière, Clémence. Ouais. Il y a 2 indicateurs sur lesquels on aura une obligation de résultat. C'est l'économie circulaire et l'innovation sociale, c'est-à-dire les heures d'insertion que vous allez proposer. Le reste, sur une obligation de MOI et pas sur une obligation de résultat. Par exemple, pour vous puissiez comprendre un peu ce que nous cherchons à faire, sur l'insertion, notre souhait est on s'est fixé un taux minimum d'insertion de 10% pour les prestations de sécurité, sûreté événementielle et les prestations de restauration. Et ce taux d'insertion est ouvert à la négociation pour tout le reste. Par exemple. On peut passer à la slide suivante.
Donc alors, pour essayer de faire monter à bord, on est là pour en parler aujourd'hui, les petites structures, on a mis en place des dispositifs et il y a différents moyens qui existent. Tout d'abord, la stratégie de sourcing renforcé, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de partir à la rencontre des chefs d'entreprise, d'informer et puis de leur expliquer comment s'organiser pour bien se positionner sur nos marchés et avoir une chance d'être retenu, puisque nous sommes soumis au code des marchés publics. Donc, l'idée à travers ce sourcing renforcé, c'est également d'identifier des prestataires suffisamment tôt avant le lancement de nos appels d'offres et d'identifier des solutions très opérationnelles et innovantes susceptibles de pouvoir nous intéresser. Plus moins du son. Je crois qu'il y a un micro qui est encore activé. Je ne sais pas qui c'est. Donc, et ensuite, on a... alors, ce sourcing renforcé, en fait, il est rendu possible grâce notamment à la création de 2 plateformes. On y reviendra tout à l'heure, probablement avec Pia. La création de 2 plateformes qui travaillent à nos côtés pour, je dirais, repérer, informer et accompagner les entreprises qui sont susceptibles de pouvoir répondre à nos besoins. Et là, je veux parler de SS 2024 et d'entreprise 2024. Alors, on a également, et ça vous connaissez ces dispositifs, les marchés à l'outil qui permettent aux TPE-PME de se positionner sur nos marchés, les marchés réservés, je dirais plutôt favorables au secteur du handicap et aux structures d'insertion par l'activité économique, et les marchés closés. Pardon, j'ai éteint mon téléphone, c'est une erreur. Les marchés closés qui sont plutôt favorables, je dirais, donc, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, au secteur du handicap et au secteur de l'insertion. Et là, excusez-moi, ça c'est les joies du direct. Portable. Excusez-moi. Et donc les marchés closés, c'est-à-dire qu'on intègre dans la plupart de nos marchés une clause sociale d'exécution en dur dans nos contrats. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, on a des marchés closés pour la restauration et la sûreté événementielle, mais pour d'autres marchés également. Et puis, je vous ai parlé également des critères de durabilité tout à l'heure qui s'adressent directement, en tout cas qui sont liés directement aux 5 piliers de la stratégie responsable des achats. On peut passer à la slide suivante, Clémence. Alors, peut-être un mot sur l'Event Delivery Model. Alors, c'est ce qu'on appelle le modèle de livraison des Jeux olympiques et paralympiques. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a décidé d'externaliser une grosse partie de la livraison des Jeux, c'est-à-dire qu'on va déléguer le volet opérationnel des Jeux à des experts au niveau national, des experts du sport et de l'événementiel. On va s'appuyer sur des compétences locales. Ce qui n'a jamais été fait auparavant. En fait, il faut savoir qu'auparavant, lors des précédentes Olympiades, le comité d'organisation s'occupait et gérait tout et arrivait par exemple avec ses gros sabots dans le stade olympique et gérait tout. Là, on va fonctionner différemment parce que la France est capable d'organiser des événements et elle a déjà démontré au niveau national et surtout au niveau international d'organiser des événements internationaux. Donc, on va s'appuyer sur les compétences locales, sur des opérateurs locaux pour livrer les Jeux. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés, il y a des marchés qui vont être par Paris 2024 et des marchés qui vont être gérés par les opérateurs qui sont en cours de sélection par Paris 2024. Ça veut dire que les achats vont s'étaler sur 2022, 2023. Il y a des achats qui vont être donc gérés directement par Paris 2024. Donc ça, c'est de la commande publique. Et des achats qui vont être gérés, des opérateurs qui vont acheter à notre place. Donc, et la plupart de ces opérateurs, ce sont des opérateurs privés. On pourrait parler du consortium Stade de France, on pourrait parler de la Fédération française de tennis ou d'autres opérateurs qui probablement auxquels on va externaliser une partie de la livraison des Jeux. Donc, il va y avoir des opportunités de marché sur différents territoires, donc Île-de-France, Marseille, le nord de la France, l'ouest, puisqu'on a plusieurs stades un peu partout en France. Voilà ce qu'il faut retenir sur le modèle de livraison. On essaiera de répondre à vos questions tout à l'heure. Ce que je vais vous dire là, c'est que
voilà, il va y avoir des gros marchés qui vont être gérés par Paris 2024 en direct, et puis d'autres qui vont s'étaler dans le temps, qui vont être portés par des opérateurs locaux. Et là, je pense que les entreprises locales vont avoir la possibilité de se positionner, puisque vous aurez en face de vous des opérateurs privés. Donc là, je dirais ce qui va être important, c'est d'avoir une démarche proactive de votre côté. En gros, d'aller taper à la porte. Ce que vous ne pouvez pas faire avec Paris 2024, puisqu'on est soumis au Code des marchés publics. À l'inverse, quand vous avez un opérateur privé en face quand vous savez avec qui on va travailler, on vous communiquera l'information, puisque nous, on va vous recommander de vous référencer sur la plateforme ESS 2024 qui vous transmettra toutes les bonnes informations pour aller taper aux bonnes portes. Et voilà, là, je vais laisser la parole à Caroline qui va vous parler de notre démarche d'économie circulaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Caroline. Excusez-moi, juste avant de vous donner la parole, on a eu quelques premières questions dans le chat. Est-ce que la présentation pourrait être partagée aux participants ou est-ce qu'elle contient des informations qui sont un peu trop actuelles ou pas? Comment vous sentez les choses? Elle pourrait être partagée, pas de problème. Parfait. Sur les questions concernant les opportunités en tant que telles, on vous répond suite à la présentation de Caroline Louis qui doit encore vous apporter des informations importantes. À tout de suite. Merci beaucoup, Caroline. Je vous laisse la parole. Merci Pia. Les informations importantes arrivent et Sylvain vous donnera la partie très concrète sur les marchés qui vont être concernés. Pour ma part, je vais prendre un tout petit peu de hauteur parce que j'avais envie de vous partager entre nous là ce matin la vision et l'histoire qu'on a envie d'écrire, qu'on a envie de raconter sur la partie économie circulaire. Donc c'est tout ce que vous allez retrouver dans les marchés que vous allez voir, donc dans les marchés très concrets dont Sylvain va vous parler, mais de manière récitée, expliquée, voilà, un peu plus racontée, pour que vraiment je vous transmette cette histoire avec toute la profondeur qu'on essaye d'y mettre et que vous ayez la philosophie selon laquelle on veut travailler sur ce sujet d'économie circulaire et j'espère qu'après avoir eu ce petit temps de présentation, vous serez convaincus et vous aurez envie de nous apporter votre soutien, votre support, vos solutions pour atteindre ensemble ces enjeux. Alors, moi, je m'appelle Caroline Louis, je travaille au sein de la direction Excellence environnementale et au sein de cette direction, on a, je dirais, deux objectifs principaux. Le premier, c'est évidemment la livraison dite exemplaire de cet événement, qui est le plus grand événement du monde. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que cet événement, qui va avoir des impacts, évidemment, soit les plus réduits possibles, mais soit aussi la vitrine de ce qu'on sait faire de mieux en France en matière environnementale. Comment est-ce qu'on sera le plus fier possible de toutes les solutions environnementales qu'on met en place en 2024 dans nos différents métiers. Donc ça, c'est le premier volet, c'est celui de la livraison. Tu es en mute, Caroline, votre micro a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Tu es en mute, Caroline. Tu es en mute. Je ne sais pas si elle nous entend, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug. Caroline, on ne vous entend plus. Apparemment, ça doit être un bug de son côté parce qu'elle ne nous entend pas. On ne peut plus rentrer en contact avec elle. Ça s'est muté tout seul. Vous vous êtes arrêté où? Juste au tout début, malheureusement. Il y a eu une petite 40 secondes, je pense, où on a raté votre propos. Ok. Eh bien, ce que je vous disais, c'est qu'on a donc deux piliers au sein de Paris 2024 sur ces sujets environnementaux et sociaux, la livraison exemplaire et cet héritage, cette transformation écologique et sociale pour lequel on a la capacité d'accélérer. Donc ça, c'est pour le propos introductif et ce que vous retrouverez toujours quand on parle d'excellence environnementale, quand on parle de notre stratégie responsable des achats, etc., etc. Quand on parle d'économie circulaire, on se penche ici sur le sujet des ressources. C'est-à-dire que on regarde, tu peux rester encore une toute petite seconde, Pierre. C'est-à-dire qu'on va regarder, moi mon travail, c'est de me pencher sur tous les actifs matériels que Paris 2024 va devoir
mobilisés pour tenir ces activités. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le contexte réjouissant écologique dans lequel on se situe, parmi les problématiques environnementales auxquelles on est confronté, il y a un sujet d'épuisement des ressources, puisque le modèle linéaire sur lequel on est assis, donc extraire, fabriquer, produire, utiliser, jeter, fait que nous consommons énormément de ressources et que ces ressources ne reviennent pas dans le modèle économique. Tous les ans, on a un institut très réputé dans le domaine de l'économie circulaire qui publie un rapport et qui nous dit que le monde est à 8,6% circulaire, c'est-à-dire que chaque année, ce qu'on vient prendre comme ressource pour nos activités ne revient qu'à hauteur de 8%, et ça s'empire puisqu'il y a 2 ans, c'était 9%. Donc, on voit qu'on a un gros problème dans la ponction de nos ressources, que nos ressources s'amenuisent, et que quelque part, nous, en tant que, plus gros événement du monde, 2, mouvement sportif, on a une responsabilité et on doit changer. Et là, tu peux passer Pia. Particulièrement pour les jeux, comme je vous le disais, on a conscience de l'impact que vont être les jeux. Donc, évidemment, Paris 2024, pour la tenue de ces activités, pour accueillir les athlètes, pour loger les athlètes, pour alimenter le public, pour tenir les compétitions, nous allons mobiliser des ressources matérielles. Nous allons venir fabriquer des éléments. Nous allons avoir besoin d'actifs matériels pour tenir nos activités. Donc, on va mobiliser des ressources importantes. Mais en même temps, on dispose d'une capacité inédite et énorme pour faire changer les choses dans cet enjeu de circularité dont je vous parlais. D'une part, parce que... oui, merci. D'une part, parce que, évidemment, on est en capacité sur certains sujets, et Sylvain y reviendra sur les sujets de la signalétique, par exemple, on est en capacité de l'idée et de donner des standards assez élevés sur un certain nombre d'items. Donc d'être quelque part un donneur d'ordre à la pointe qui vient féliciter, inciter les meilleures pratiques du secteur, de manière aussi à les rendre, enfin de faire la norme du secteur de l'événementiel et du sport de demain. D'autre part, et c'est tout le propos de cette matinée, eh ben, on a une capacité de développement économique. En fait, notre budget, notre commande et nos achats nous permettent aussi d'orienter des financements vers des filières, en l'occurrence, moi, sur mes sujets, vers des produits éco-conçus, mais aussi vers des filières de seconde et de fin de vie. Donc, comment est-ce que nous, Paris 2024, on va pouvoir contribuer aussi à mettre le pied à l'étrier ou renforcer et structurer ces filières-là. Et enfin, notre capacité à agir sur une prise de conscience collective, donc ici plutôt sur les modes de fabrication, de consommation, et puis après aussi le sujet du geste de tri. Et c'est tout ça qu'on essaye de faire en matière d'économie circulaire, à la fois d'apporter une bonne réponse, mais aussi durablement d'augmenter ce quotient de circularité qui est malheureusement beaucoup trop faible encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien passer la slide, s'il te plaît, Pierre ? Alors, comment on fonctionne ? Vous le savez, en France, on a un contexte sur le sujet économie circulaire qui est extrêmement à la pointe. Hein. On fait partie des pays qui s'est doté d'un arsenal législatif fort sur nos sujets. Et quelque part, dès la candidature, Paris 2024 a un peu le nez creux et a mis ce sujet de l'économie circulaire au centre de ses objectifs de candidature. C'est-à-dire que dans le dépôt qui a été déposé au CIO pour faire valoir la candidature de Paris, il y avait des objectifs qui concernaient l'économie circulaire et des objectifs qui sont ambitieux. Je vous en partage quelques-uns. Notamment celui qui va être le plus impactant sur les marchés dont Sylvain va vous parler. C'est un objectif de 100% de réemploi, réutilisation et recyclage de toutes nos infrastructures et nos équipements temporaires. Donc tout ce qu'on va venir mettre en place de manière temporaire pour accueillir les compétitions doit trouver une seconde / fin de vie décente. Et ça, à minimum à 50% en France. Autre indicateur très important, le sujet des déchets. On vise 80% des déchets produits pendant les Jeux qui soient évités ou réemployés, réutilisés et recyclés. C'est un objectif qui est très, très ambitieux. Si vous avez un petit peu les chiffres de collecte / de tri sélectif du grand public en France, particulièrement dans la région Île-de-France, on en est assez loin. Donc, on aimerait vraiment pouvoir accompagner
l'amélioration de ce geste de tri. Donc nous, on est parti quelque part avec ce bagage-là, avec ce contexte réglementaire que l'on connaît, avec une ambition aussi de nos collectivités hôtes de travailler sur ce sujet économie circulaire. Et très tôt, on a voulu cranter le sujet en ayant une bonne connaissance de ce qu'on allait mobiliser en tant que matière. Donc le premier job quelque part qui a été fait par Paris 2024, c'était de faire un diagnostic qu'on appelle une empreinte matière et de regarder, de faire une cartographie de toutes les ressources et les actifs matériels qu'on allait devoir utiliser pour se dire, en fait, les jeux, en termes de matière, ça représente quoi? Et ça, pour nous, ça a été une véritable boussole parce qu'à date, on sait on sait à peu près quelles sont les grandes catégories et quels sont les gros volumes dont on va avoir besoin pour tenir les jeux. Et on s'interroge sur ce qu'ont vont devenir ces volumes. Et là, j'arrive au cœur du message que je voulais vous passer ce matin, c'est que nous sommes un événement éphémère. Nous avons une responsabilité pour que les matériaux, les ressources, les biens, les consommables qu'on vienne utiliser pour les jeux recirculent dans l'économie après la fin de l'événement. Puisque nous, en 2024, on se dissout, et de fait, on doit trouver des solutions qui sont, elles, pérennes. Vous connaissez peut-être par cœur les grands principes de l'économie circulaire. Ici, on ne fait que décliner ce qu'on appelle la hiérarchie des modes de traitement et quelque part des attendus réglementaires, mais vous le retrouverez encore une fois dans le pitch que vous aurez dans les marchés. Évidemment, quand on parle de seconde vie pour nos matériaux, on a une hiérarchie des meilleures options de gestion, des meilleures trajectoires pour nos équipements qui s'appliquent. Il s'agit bien tout d'abord d'essayer de changer la focale et de venir réduire, d'adopter une forme de sobriété. Ça sera très compliqué pour nous d'être sobre parce qu'on a une telle ampleur, mais en tout cas, autant que faire se peut, essayer de réduire et de mutualiser nos besoins. Donc, avoir cette approche de sobriété, aller vers des formes d'éco-conception aussi pour réduire notre empreinte matérielle. Et puis après, quand on n'a pas pu faire ce qu'on appelle éviter la consommation, ici, s'assurer que nos produits soient réemployés ou réutilisés et in fine recyclés quand on n'aura pas pu ni les réemployer ni les réutiliser. Donc on a bien cette forme d'entonnoir qu'il faudrait vraiment que vous ayez en tête dans la réponse au marché, puisque tout ça, ça veut dire qu'on va vous demander, vous challenger sur des capacités de seconde vie de ce que vous pourrez nous apporter et qu'on privilégiera toujours, 1, la sobriété, 2, le réemploi, 3, la réutilisation et in fine le recyclage, étant entendu que l'incinération, même avec valorisation énergétique, n'est pas une solution pour nous, ni la mise en décharge. Et puis, si on peut peut-être juste finir sur la dernière slide. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, quand on parle de matière, ça s'applique à toutes les activités des jeux, qu'on a énormément de pans d'activité, énormément de métiers qui vont des sujets du bâtiment pérenne et temporaire. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à améliorer l'éco-conception des éléments qu'on aura mis en œuvre? Comment est-ce qu'on assure un taux de réemploi? Comment on s'appuie sur les filières de réemploi et de recyclage sur les sujets bâtis, gros œuvres et secondes œuvres? Vrai sujet, surtout en Île-de-France. Sur nos sujets d'aménagement, ici, on va parler mobilier, et Silver y reviendra. Mobilier, mais aussi des sujets de logistique, de signalétique. Donc, comment est-ce que, encore une fois, on promeut l'éco-conception et on allonge la durée de vie? De la même manière pour les équipements, que ce soit nos équipements techniques et électroniques, nos équipements de sécurité, comment est-ce qu'on allonge la durée de vie? Donc ici, en faisant directement appel à des produits reconditionnés, mais aussi en nous assurant que les produits recirculent après. Sur les sujets d'accueil, ici, on va être évidemment beaucoup sur la partie de restauration et d'emballage. J'en profite parce que je ne crois pas que Silver en parle tout à l'heure. Si c'est le cas, Silver, excuse-moi, mais on a un appel à manifestation d'intérêt là sur les emballages réemployables qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas, vous trouverez le lien sur la plateforme Maximilien. C'est exactement dans le sens
de mon propos, comment est-ce qu'on va essayer de faire des modèles consignés, des modèles qui soient des substitutions à l'usage unique. Et enfin, sur la partie des célébrations, donc ici mémorial, c'est comment est-ce que sur tous les petits événements qui vont constituer ce gros événement, on va aussi trouver des solutions circulaires en matière de décors, de costumes, de souvenirs, de goodies, etc., etc. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que on va avoir beaucoup d'opportunités et surtout, on a besoin de vous pour nous proposer des solutions qui maximisent la vie matérielle de nos équipements. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est assez nouveau pour un certain nombre d'acteurs. Donc, on va avoir plein de gros qui vont avoir besoin de petits pour trouver des solutions de seconde et de fin de vie. On va avoir plein de petits qui vont pouvoir se mettre ensemble pour nous proposer un peu des éléments sur mesure. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est persuadés qu'aujourd'hui, l'idée de plus forcément faire appel à de l'achat, mais demander plutôt une prestation de service qui mette à disposition des éléments et qui en assure derrière la reprise, comme on peut le faire sur Pulse. Je ne sais pas si Sylvain t'en parlera. Donc sur notre siège, on a des prestataires qui nous ont proposé des solutions clés en main pour reprendre les équipements qu'ils auront mis à disposition à l'issue des jeux. Donc c'est cette capacité d'innovation dont on a besoin auprès de vous et qui nous permettra ensemble d'atteindre cet objectif de transformation écologique et de circularisation de nos matériaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah, je peux prendre la question de Thibaut. Thibaut, l'appel d'offres mobilier du village, si l'AMI n'est pas encore sorti, c'est vraiment qu'une question de jours, parce que nous, on l'a validé en interne et Sylvain, tu vas peut-être d'ailleurs en parler, mais pour le coup, il arrive. Il n'a jamais été aussi proche de sortir. Je confirme. Il est. Parle bien de l'AMI. Ah oui. Effectivement, en fait, on a la phase de candidature est close et donc là, on rentre en phase d'offre. Oui, il est déjà lancé, l'AMI. Peut-être si vous avez la possibilité de préciser les prochaines étapes, parce que je ne suis pas sûre que pour tous les participants, ça soit forcément très clair, la phase de candidature, la phase d'offre et ce qui doit s'en suivre derrière en termes de processus, en tout cas, d'analyse. Je laisse peut-être la direction achat prendre cette question. L'AMI, effectivement, du mobilier a été lancé et je crois qu'on est dans la phase d'étude des candidatures. Enfin, je vais m'en renseigner. Enfin, je reviens vers vous. Non, je te confirme, Sylvain, on a eu de mémoire, je crois, on a eu une vingtaine de candidatures. Et donc, ces candidatures sont en train d'être analysées. Généralement, on ne garde pas tous les candidats pour lancer la phase offre. Et donc, dans la phase offre, là, on a des échanges avec chacun des candidats pour challenger leurs propositions, leur proposer des ateliers. Notamment, on va beaucoup parler là sur le mobilier des sujets de seconde et de fin de vie. C'est le moment aussi où on vient les challenger sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est souvent le moment où les canaux reçoivent des mails des candidats pour les orienter vers voilà, c'est grosso modo, ça devrait arriver dans les 2 prochaines semaines où le message qu'on va passer très clairement à ceux qui ont candidaté, c'est allez vous rapprocher des structures de l'ESS. Thibaut, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que dans les dossiers qui ont été donnés aux candidats, figurait le cahier d'impact qu'a réalisé les canaux, dans laquelle donc, toutes les structures de l'ESS qui ont participé sont référencées. Donc il y a déjà ce pré-sourcing qui a été transmis à tous les candidats. Et après, les candidats, traditionnellement, se tournent vers les canaux pour avoir un petit échange personnalisé et un sourcing élargi sur le sujet.
Si ça vous va, concernant l'AMI en tant que telle du village, on va refaire le lien avec Silver et vous transmettre les informations directement par mail, pour les personnes qui s'étaient mobilisées. C'est juste pour, qu'on puisse passer au sujet suivant et pour pas qu'on traite seulement ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent et c'est normal. Et donc, du coup, si ça vous va, côté Silver, on va passer à la planification des marchés et puis ensuite on pourra commencer à prendre les questions, que vous avez commencé à faire apparaître dans le chat et puis toutes les questions qui émergeront, des réponses qui seront déjà données. Ça vous va? Voilà, et ça veut dire que c'est trop tard pour le mobilier. On sent des des inquiétudes poindre. On va laisser Silver présenter sa partie, ne vous inquiétez pas. Merci. Oui, alors, rapidement, non, pour le mobilier, il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que l'AMI a été lancée. Il faut savoir qu'on va retenir des prestataires qui vont, généralement, dans leur offre, il y a une offre sociale et solidaire. Et parfois, ils ont identifié des acteurs, parfois, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des groupements qui se sont formés et que les petits peuvent avoir une carte à jouer après, en tant que sous-traitant, en fait. Donc, j'ai vu dans le fil, le fil des différents échanges que c'était trop tard. Pour les petits, non, c'est jamais trop tard. Alors pour répondre, oui, mais pour se positionner post-attribution, post-notification des marchés, il n'est jamais trop tard. C'est toujours intéressant de pouvoir se faire connaître des gros acteurs, puisque les gros acteurs sur les marchés stratégiques sont incontournables, mais eux vont avoir besoin des petits pour compléter et couvrir certaines prestations qu'ils sont incapables de faire aujourd'hui, parce que vous êtes, généralement, les structures de l'économie sociale et solidaire ou les TPE, PME, très agiles, et donc on s'aperçoit dans les offres que les petites structures sont indispensables et parfois apportent des solutions très innovantes que les grosses entreprises retiennent. Je propose de passer sur la planification des marchés. Alors là, en fait, il y a 3 slides, trois slides, et j'ai fléché en fait les marchés sur lesquels il y a de forts enjeux d'économie circulaire. Et je propose de nous attarder et de zoomer sur ces marchés, ces familles d'achat, puisque pour le reste, on pourra peut-être dire un mot sur la restauration, où il y a également des enjeux d'économie circulaire, mais voilà, sur le zéro gaspillage alimentaire, par exemple, ou les emballages, Caroline en a parlé, tout ce qui tourne autour de la restauration, des prestations de restauration sur les sites de compétition, et un peu partout en France, dans les fan zones qui vont être mises en place aux 4 coins de France. Je pense que voilà, il y a de la place pour des petits acteurs, des associations, des entreprises spécialisées dans la récupération du plastique, etc., dans le tri des déchets, la gestion des déchets, l'accompagnement aussi au tri, puisqu'on va demander aux prestataires de trier, mais on va également demander aux spectateurs de trier sur les différents sites de compétition. Et donc, je dirais que voilà, il y a des besoins aussi à ce niveau-là, au niveau de la restauration. Alors, les équipements sportifs, c'est 1 million d'articles. Donc là, l'objectif, c'est de trouver une seconde vie à tous ces équipements. Une seconde vie également au bassin qu'on va installer, qu'on va monter, démonter, les bassins olympiques, puisqu'il va y avoir des bassins en dur qui vont rester, et des bassins éphémères qu'on va retrouver en face du Stade de France et à la Défense Arena pour les compétitions de natation. Ensuite, peut-être un mot sur la famille, je dirais tout ce qui tourne autour du mobilier, des accessoires et des équipements du village olympique et paralympique et du village des médias. Là, on pourrait parler de la literie, des matelas et des lits. On pourrait parler de tout ce qui est aménagement, le mobilier dont on va avoir, le mobilier événementiel, tout ce qui est table, chaise. On pourrait parler du mobilier d'hébergement, du mobilier de bureau, du mobilier accueil et lounge. Tout ça, ce sont des segments sur lesquels les prestataires vont se positionner en groupement ou seuls, et où il va falloir trouver des solutions, je dirais, amont et aval. Amont, éco-conception, aval, seconde vie, puisque nous, on rend les clés en novembre 2024. Donc, ça veut dire que
l'idée, c'est de trouver une solution de seconde vie pour tous les équipements, tout le matériel qu'on va être amené à acheter. Quand c'est de la location, le problème ne se pose pas. Parce que parfois, on n'a pas le choix, on est obligé d'acheter. Donc là, il y a un vrai sujet, seconde vie. L'idée est de trouver une solution pour tous les produits. Donc là, on parle donc je vous parlais du village olympique et paralympique. Hein. Le village olympique et paralympique, on va accueillir 15 000 athlètes. Ce village, pour information, il est en cours de construction. C'est 40 grues, c'est 50 hectares, hein, pour vous donner une idée. On va accueillir 15 000 athlètes et donc là, on va équiper toutes les chambres, on va équiper tous les espaces communs. On va servir 40 000 repas par jour. Et donc, effectivement, il va falloir équiper ce village. Et là, on a des volumes énormes avec des enjeux en matière d'économie circulaire incontournables. Ensuite, peut-être un mot. Alors, je parle pas des autres familles d'achat, vous les avez sous les yeux pour information. Mais j'ai fléché les familles d'achat sur lesquelles il y a vraiment un enjeu d'économie circulaire et c'est le sujet d'aujourd'hui. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Alors, là, vous avez sous les yeux, j'ai fléché deux marchés qui vont sortir prochainement. C'est la signalétique événementielle, celle qu'on va retrouver dans les gares, les aéroports, les sites de compétition, les 5 villages. Pour information, en volume, si on devait quantifier les choses, c'est 1 million de mètres carrés. C'est énorme, hein, en surface d'impression. Donc ça, c'est un vrai sujet dans le secteur de l'événementiel et on réfléchit donc en interne et avec différents acteurs du secteur. On essaie de trouver, on va essayer de trouver des solutions de seconde vie, mais on a besoin de vous en fait. On a besoin de vous parce qu'on n'a pas la. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur tous les événements qui sont organisés dans le monde. Hein, en France, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment trouvé de solution de seconde vie pour les badges grand format, pour les banderoles. Pour la signalétique indoor, je dirais, quand on imprime sur du carton, je dirais que là, on a des solutions de seconde vie. En revanche, voilà, les bâches extérieures en PVC, etc., là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, sachez qu'il y a un appel d'offres qui va être lancé et que les prestataires innovants à ce niveau-là seront évidemment les bienvenus. Et même si je dirais on travaille avec un partenaire, parce que c'est parfois le cas sur certains marchés, c'est que ce partenaire, si on décide de travailler avec un ou deux partenaires signalétiques, eux vont avoir besoin d'autres acteurs pour pouvoir répondre à l'intégralité du marché. Alors, Donc là, excuse-moi. Pardon. Pardon Sylvia, excuse-moi, c'est très impoli ce que je fais, je te coupe la parole, mais c'est parce que pour plus de compréhension, il y a eu plusieurs fois la question dans le chat que qu'est-ce qu'est un partenaire de Paris 2024 exactement? Et du coup, pour la clarté de ton propos sur la suite, si ça ne te dérange pas de le préciser. Voilà, excuse-moi, merci beaucoup. Un partenaire, ben, c'est un partenaire. Alors, vous avez différents types de partenaires. Pour Paris 2024, vous avez les partenaires mondiaux du CIO, type Coca-Cola, ou Toyota, par exemple. Ça, ce sont des partenaires du CIO, donc mondiaux. Et puis, on a ce qu'on appelle les partenaires domestiques, on va dire locaux, nationaux, comme Decathlon, comme le Coq Sportif, par exemple, qui apportent, avec lesquels on signe un contrat de partenariat. Donc, il y a de la visibilité, il y a parfois du numéraire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les contrats de partenariat, puisque le montant, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on va peut-être préciser les choses, hein, c'est qu'aujourd'hui, le budget du comité d'organisation, c'est 3,9 milliards d'euros. C'est un budget privé, c'est-à-dire qu'en gros, les ressources du comité d'organisation, c'est un tiers billetterie, un tiers partenaires, donc les partenaires dont on parlait, et donc le dernier tiers, si Gilles, tu peux m'aider, un tiers billetterie, un tiers partenaire. Billetterie, partenaire.
Et puis les droits télé. Et un tiers, non, j'ai un trou. J'ai un trou. Je reviendrai tout à l'heure. Voilà. Un tiers billetterie, un tiers. Enfin bref, c'est des fonds privés. Et on a 3% de fonds publics, d'aide publique. Donc voilà, pour préciser les choses, et les partenaires représentent un tiers de notre budget. Oui, Pia, est-ce que tu avais une autre... Non, c'était parfait. C'est juste que la question était revenue plusieurs fois et c'est vrai que partenaire, ça peut recouvrir des choses assez larges. Donc, c'était juste pour ça. Ouais, c'est très large. Il faudra un peu plus de temps pour y répondre. Hein. Je pense qu'il y a différentes... En plus, il y a différents niveaux de partenaires. Oui, voilà. En tout cas, là, tu en étais à expliquer que parfois, justement, sur certains marchés, sur certains produits, vous travaillez directement avec des partenaires et du coup, il y avait la question de ce qui restait comme besoin qui n'était pas couvert par les partenaires en question. En fait, il y a du partenariat en nature, il y a du partenariat en numéraire, parfois les deux. Donc, voilà. Il y a différents niveaux. Alors, donc, j'ai parlé de la signalétique. Je vais peut-être faire un petit zoom sur la fabrication des podiums, par exemple, qu'on va retrouver un peu sur tous les sites de compétition. Et des spectaculars, même si sur ce sujet-là, je pense qu'il y a des enjeux d'économie circulaire, mais aujourd'hui, voilà, on est en train de voir ce qu'on va faire. Les spectaculars, c'est les gros anneaux olympiques qu'on va retrouver un peu partout dans Paris et en France. Et là, il y a de vrais enjeux d'économie circulaire au niveau de l'éco-conception, mais bien sûr de la seconde vie. Ensuite, je propose qu'on passe à la slide suivante. Et tout à l'heure, j'ai vu une question qui tournait autour des décors. Et ça, c'est une bonne question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'événementiel, il y a des acteurs en France, trop peu d'ailleurs, hein, quelques acteurs qui sont spécialisés dans la récupération de décors déjà utilisés. Et là, il va y avoir, en tout cas sur les 4 sites, nous allons fabriquer des éléments spécifiques, donc il va y avoir des enjeux forts en matière d'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait des éléments qu'on va fabriquer qui peuvent pas être réutilisés, en tout cas quand on loue une chaise, une table, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ça revient, ça retourne à l'atelier et c'est reloué derrière. Quand on fabrique un décor spécifique qui s'adapte à un environnement particulier, derrière, c'est pas toujours évident de lui trouver une seconde vie. Et il y a des prestataires qui proposent des solutions vraiment intéressantes à ce niveau-là. Donc, bien sûr, ils seront les bienvenus. Et ça, l'appel d'offres, en tout cas concernant la cérémonie d'ouverture, a été lancé. Donc, on va travailler. La conception, elle est chez nous. Et puis, on va travailler avec une agence qui va être chargée de tout le volet opérationnel. Et dans ce volet opérationnel, il y a l'économie, bien sûr, les enjeux d'économie circulaire, les enjeux liés à la RSE. Donc tout ça, c'est en cours. C'est un appel d'offres qui a été lancé. Nous sommes dans la phase d'appel d'offres concernant cette agence avec laquelle on va travailler et qui va gérer la cérémonie d'ouverture. Et puis, il y en a 3 autres de cérémonies. Et puis, donc, peut-être un mot sur l'Event Delivery Model, je vous en ai parlé, puisque, en fait, tous les opérateurs avec lesquels on va travailler vont devoir intégrer des critères sociaux et environnementaux dans leurs propres appels d'offres, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Enfin, certains ont l'habitude, d'autres un peu moins. Donc, on est en train de co-construire avec eux leur politique d'achat responsable. Et donc, ça veut dire que tous les opérateurs, on a 40 sites de compétition, donc des sites qu'on va gérer directement et des sites qu'on va confier, enfin, en tout cas, des disciplines qu'on va externaliser, en tout cas la livraison de certaines disciplines qu'on va externaliser. Et donc, ces opérateurs vont devoir intégrer dans leurs appels d'offres nos critères, notamment environnementaux, liés à l'économie circulaire. Ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de vous aussi. Nous, on va avoir besoin de vous sur nos gros marchés stratégiques, mais eux, sur leur propre site, on pourrait prendre le stade de Marseille, la Marina de Marseille, on pourrait prendre le stade de Lille qui va accueillir le handball, on pourrait prendre Viparis, la Fédération française, le site de Roland-Garros, par exemple. Ce sont des
des sites voilà, emblématiques et qui, tous les stades en France, et vont s'appuyer sur, je dirais, sur les jeux pour avancer sur tous ces sujets, pour progresser en matière de, je parle bien de la durabilité, hein, progresser en matière de durabilité. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Et puis, bon, en 2023, donc, il y a effectivement il y a un marché que j'ai fléché qui concerne la fabrication des vasques, qu'on va retrouver un peu partout, mais ça vient en 2023, mais avec évidemment des enjeux d'économie circulaire, à la fois au niveau des conceptions et dans la seconde vie. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement aujourd'hui, parce qu'on a quand même pas beaucoup de temps. Et puis, je vais pas revenir sur la restauration, hein, les enjeux au niveau des emballages et du qu'est-ce qu'on fait des aliments qui n'auront pas été consommés à la fois dans les espaces hospitalités et dans les buvettes. Et là, on est, c'est clairement, on est dans le zéro gaspillage alimentaire. Alors, il y a juste une petite question de compréhension de la part de Manon Labi. Un marché de production de masques, est-ce qu'elle a bien entendu? Est-ce que c'était bien ou est-ce que vous pouvez repréciser? De vasques. Alors, les vasques, c'est ce qui, là où on va avoir la flamme. Vasque, pas masque, pardon, alors, je me suis mal exprimé, je suis désolé. Vasque, V-A-S-Q-U-E-S. C'est bon, c'est plus clair du coup. Voilà, c'était pour préciser. Est-ce qu'il y a d'autres marchés ou opportunités à venir dont vous souhaitiez parler, Sylvain et Caroline, ou est-ce qu'on commence à prendre certaines questions? Il y en avait quelques-unes par rapport aux EDE notamment. Avant de peut-être passer aux questions, alors peut-être le fameux tiers, le budget du comité, effectivement, donc c'est un tiers de billetterie, un tiers de partenaires, un tiers partenaire, un tiers droit télé, oui, CIO en fait, hein. On a des ressources de la part du CIO. Donc c'est un budget privé en fait, hein. À l'inverse de la Solidéo. La Solidéo, ils ont à peu près le même budget que nous pour construire les ouvrages en dur qu'on va retrouver en Seine-Saint-Denis ou dans Paris. Et par exemple, sur le village olympique et paralympique, eux, ils ont un budget à peu près de 4 milliards aussi, hein, pour construire l'ensemble des éléments, des ouvrages qui vont être nécessaires pour accueillir les Jeux. Par exemple, sur le village, si vous voulez des chiffres, sur le village olympique et paralympique, le village olympique et paralympique, c'est en gros 1 milliard privé et 500 millions d'euros au public. Merci beaucoup pour ces précisions sur le budget. Ok, alors si je reprends les questions du début, parce qu'il y en a eu beaucoup, donc il y avait une question à propos des event delivery, donc ces événements dont vous confiez l'organisation à des professionnels ou à des personnes des entités qui maîtrisent déjà le fonctionnement du lieu. Et qui vont pouvoir livrer une compétition clé en main en prenant en compte déjà mieux, peut-être que Paris 2024, les spécificités de certains lieux, parce qu'ils le connaissent déjà, ils ont déjà l'habitude de l'exploiter parfois, ou alors ce sont des professionnels du sujet. Il y a du coup l'implication de grandes entreprises. Bon, pardon Christian, je ne sais pas pourquoi les liens proposés sont soumis à validation du URL. C'est peut-être une question de sécurité via votre ordinateur, parce que moi je ne suis pas soumise à la même question. Donc je disais oui, il y avait la question de comment justement les plus petites entreprises, TPE, PME, ESS, pouvaient s'associer éventuellement aux grandes entreprises qui vont répondre sur ces EDE, et puis savoir si ces grandes entreprises qui vont être mobilisées, ou ces acteurs qui vont être mobilisés, même quand ce n'est pas des grandes entreprises, vont devoir travailler avec la même exigence que celle que vous avez présentée, Caroline, Jean et Sylvain, en termes d'impact social et environnemental. Je vais peut-être dire un mot sur le déploiement de notre stratégie responsable des achats. Ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, les EDE vont devoir, en tout cas les opérateurs que nous allons retenir, et d'ailleurs ça fait partie actuellement de nombreux échanges avec eux,
vont devoir déployer leur propre stratégie responsable des achats, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réfléchir différemment, de s'organiser différemment pour faire bouger les lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leurs appels d'offres, ils vont intégrer nos critères sociaux et environnementaux, et donc, et le cinquième pilier dont on parlait tout à l'heure, la mobilisation des TPE, PME et des acteurs de l'ESS, ils vont devoir l'intégrer puisque nous allons le mesurer. C'est une obligation de moyens, mais en tout cas, dans les offres que nous recevons, c'est un critère différenciant entre un gros qui arrive et qui ne souhaite pas travailler avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, puis ne souhaite pas s'entourer de prestataires locaux, par exemple, et un autre candidat qui arrive avec un projet construit, avec la volonté de mobiliser les acteurs locaux et les structures de l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas photo, en tout cas chez nous, hein, puisque ça, ce critère, il faut savoir que le critère, on va dire, développement durable, dans les appels d'offres que nous lançons pour retenir ces différents opérateurs, il est pondéré à 20%. Donc, ils n'ont pas le choix, en gros. S'ils ne sont pas bons sur ce volet-là, ben, ils ne sont pas retenus, en fait. Tout simplement, 20%, c'est un poids important. Vous avez bien sûr le critère financier, le critère technique et le critère développement durable. Donc, je veux dire, c'est incontournable. Ils n'ont pas le choix, en fait. C'est-à-dire que s'ils arrivent avec un projet qui n'est pas solide, et ils vont prendre des engagements, et nous allons mesurer ces engagements. Donc, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Je pense que le secteur de l'événementiel est en train de bouger, avec une démarche très volontariste de la part de l'ensemble des opérateurs. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre entre parce qu'il faut se fixer des objectifs, voilà, des objectifs atteignables, ambitieux mais atteignables, réalistes, je dirais. Donc ça se travaille avec chacun des opérateurs, les candidats avec lesquels on échange au quotidien. Mais sachez que on encourage évidemment on les encourage à travailler avec les acteurs locaux. Ouais, il arrive aussi enfin, le contact de SS 2024 est également donné, si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle également, pour justement qu'on soit aussi acteur ressources auprès des grandes entreprises qui se positionneraient et qu'on puisse justement mettre en valeur l'ESS et les entreprises qui proposent une solution environnementale et sociale pour que justement ces grandes entreprises elles soient capables de proposer quelque chose de cohérent par rapport au projet Paris 2024. On se rend compte quand même globalement qu'elles ont besoin d'être inspirées sur le sujet, d'être acculturées, et ça fait partie du travail qu'on réalise. Après, il faut, je veux dire, c'est pas, ça dépend aussi qui candidate, c'est pas quelque chose qui se fait de manière, ça dépend aussi de la bonne volonté des entreprises, on n'a pas la main sur tout, et c'est là qu'on retrouve aussi un des rôles sur lesquels on essaie de vous apporter des billes côté ESS 2024, c'est sur cette capacité cette proactivité que vous devez avoir aussi auprès des quelques grandes boîtes classiques qui sont finalement pas si nombreuses et qui ont l'habitude de se positionner sur un certain nombre de sujets, et où ça peut être intéressant d'essayer de développer des partenariats, que ça soit lié au jeu de Paris 2024, mais c'est aussi des grandes entreprises qui sont sur beaucoup d'autres sujets, sur beaucoup d'autres opportunités, et partout en France. Donc là, c'est aussi ce qu'on trouve intéressant dans cette manière de faire, si je pense un peu héritage et après-jeu, c'est que c'est aussi une manière de créer de la coopération économique sous prétexte des jeux, mais qui peut servir bien au-delà. Voilà, donc ça, après, sur les Z2, là encore, en termes de calendrier, il n'y en a pas encore qui ont été désignés, on est assez en amont dans la démarche. Donc, il y a le fait de contacter ESS 2024 pour voir ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut vous donner comme information, comment on peut vous accompagner sur le sujet, vous en tant que TPE, PME, ESS. Et puis, il y a cette logique de développement qui, pour le coup, vous appartient en tant qu'entreprise sur le fait de créer des coopérations économiques en tant que telles. Mais écoutez, c'est les liens ce qui m'inquiète sur ces liens, c'est que Romain comme Christian, ce sont les liens ESS 2024 que vous n'arrivez pas à ouvrir ou les liens Paris 2024? Parce que sur le site de Paris 2024, il y a énormément d'informations, notamment toutes celles que vous ont représentées ce matin plus en détail, Gilles, Silver, Caroline, que vous pouvez retrouver du coup par ailleurs. Je vous les enverrai par mail, mais c'est vrai que à un moment, c'est peut-être une question de site internet qui dépasse largement mes compétences en informatique.
Alors, on a eu aussi des questions sur comment on peut connaître les agences event. À un moment, ça a été mentionné par Silver, je crois. Est-ce qu'il y a un moyen de les connaître ou est-ce que ou pas encore pour l'instant? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière agence event, c'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de sélectionner l'agence qui va nous accompagner pour la livraison, la mise en œuvre de la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler dans Paris. Après, je ne sais pas. Alors, une fois que cette agence sera connue, c'est pour ça qu'il faut être, je pense, vous référencier sur la plateforme ESS 2024, puisque eux vont. C'est important pour être connecté à l'écosystème des jeux, pour savoir qui a été retenu sur tel ou tel marché. Vous aurez l'info, hein, bien sûr, mais c'est une info que ESS 2024 va relayer dans la foulée, en fait. Dès que l'agence est retenue, c'est relayé sur la plateforme ESS 2024 et généralement envoyé dans la news d'information Tout à fait. hebdomadaire. Mm. Je Tout à parle sous fait. couvert de Pierre, mais c'est comme Oui, ça oui, que ça c'est fonctionne exactement ça. généralement. Oui, et c'est un peu vous disiez que l'information n'était pas forcément facile à trouver dans le chat. Effectivement, c'est normal, c'est parce que en fait, on n'a pas encore toutes les réponses et tout n'est pas encore connu en termes de résultats de quelles entreprises vont s'occuper de quoi. Donc ça va venir au fur et à mesure et dès que l'information est communicable, on vous la communique et effectivement, ça passera beaucoup par nos canaux d'information, sans mauvais jeu de mots avec l'association. Alors je me permets de prendre une question de Bruce Noma. Quelle est la différence entre un appel d'offres classique et un AMI? Parce que pour le coup, ça va peut-être faire un petit rappel en termes de fonctionnement qui est intéressant et qui vous donnera des billes aussi sur comment fonctionner. Quel est le pourcentage sur la partie financière? Ça dépend. Il n'y a pas un pourcentage donné en tant que tel. Un appel d'offres classique, ça vous connaissez, c'est un contrat qui est passé selon des règles de la commande publique. Donc avec publicité où il y a un besoin qui est exprimé et vous devez répondre à ce besoin de la meilleure manière possible. C'est pour ça qu'on dit qu'on choisit l'offre la mieux disante à la fin selon un certain nombre de critères. Ce que Paris 2024 a bien rappelé, c'est qu'il y a le critère prix qui est toujours présent, mais que ce n'est pas du tout le critère principal et le seul critère déterminant dans le choix des offres. Il y a aussi la place qui est souvent accordée à toutes les questions environnementales et sociales, et c'est bien le cœur, et on se retrouve bien au cœur de la stratégie responsable des achats. Un AMI, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que c'est en général une procédure plus longue, plus grosse, hein, pour simplifier un peu le propos aussi, un peu plus complexe dans le sens où on va d'abord demander aux candidats de manifester leur intérêt, c'est-à-dire leur volonté de vouloir se positionner en tant que tel. Ça peut être soumis, les conditions de il peut y avoir des conditions de candidature aussi. Par exemple, le fait d'apporter une participation financière ou une participation en nature pour que, derrière, il y ait aussi une logique de partenariat qui se mette en place. C'est pas forcément le cas à chaque fois pour toutes les organisations. Et derrière, après, il y a ce qu'on appelle la phase offre, que mentionnait Caroline Louis tout à l'heure, où là, effectivement, on va dire, après avoir dit: «Je suis intéressé pour candidater», on va effectivement construire sa réponse et là, devoir construire une réponse aux besoins en tant que telle. On a une fiche pratique sur le sujet côté ESS 2024 que je vais vous transmettre en espérant que le lien fonctionne, où justement on vous a écrit dans une fiche récap quelles étaient les différences entre AMI, AO, appel à projet, etc. Est-ce que Silver et Caroline, bon, je me tourne vers vous, n'hésitez pas à compléter ou à préciser un peu mon propos si besoin. Non, Pierre, merci. C'était très, très clair en tout cas. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Juste préciser que par rapport à tout à l'heure, on ne connaît pas avec qui on va travailler, etc. Je dirais que c'est un peu normal, puisqu'il faut savoir qu'en 2022, cette année, on lance 50% de nos marchés et plus d'1 milliard d'euros. C'est-à-dire que les opérateurs, les prestataires avec lesquels on va travailler, on va les connaître. La plupart, on va les connaître au second semestre 2022 et premier trimestre 2023. Je parle des opérateurs EDE, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'était ma premier point. Le second, ça concerne le poids des critères dont tu parlais, Pia, le poids des critères durabilité. Il faut savoir que parfois, le développement durable a un poids
supérieurs aux critères financiers. Je vais prendre comme exemple l'appel d'offres restauration qui a été lancé sur le village olympique et paralympique. Là, c'est Sodexo qui a été retenu. Et le poids le développement durable, la pondération du critère durabilité, il était de 30% sur ce marché, alors que le prix était de 20%. Voilà. Tout ça pour dire que c'est vraiment des choix forts que nous faisons, en tout cas, et c'est vraiment dans le secteur de l'événementiel, je l'ai très peu vu. Moi, j'évolue dans le secteur depuis plus de 25 ans, et c'est vrai que pondérer le développement durable à ce niveau, je n'ai jamais vu auparavant. Donc, ça oblige les acteurs à réfléchir et à répondre différemment. Et donc à se tourner vers des acteurs auxquels ils n'avaient pas pensé au départ. Voilà ce que je voulais dire. Alors, merci beaucoup Silver. Votre nom, on va dire, qui s'affiche chez The E-Team. Vous voulez poser une question à l'oral. Je pense qu'effectivement, elle sera un peu plus claire si vous parlez directement plutôt que l'écrire. Donc, je vous en prie, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Voilà, en fait, il y a plusieurs cas de figure parce que moi, en tout cas, je voulais vraiment m'éclaircir un peu les idées. Il y a effectivement des agences qui vont travailler directement avec Paris 2024, mais des agences, par exemple, qui vont travailler avec leurs partenaires sur les JO. Comment ça se passe à ce moment-là? Nous qui voulons nous positionner comme prestataires d'agence, est-ce qu'on est obligé de passer par les plateformes 2024 ou est-ce que certaines opérations menées par des partenaires pour les JO avec des agences, est-ce que ça passe aussi par vos appels d'offres? Vous comprenez ou pas trop? J'ai pas. Bon, admettons, je prends un exemple tout simple. Vous parliez de Coca-Cola tout à l'heure. Coca-Cola a l'habitude de travailler avec des agences, va créer un certain nombre d'opérations sur les JO. Celles relevant peut-être d'un périmètre stricto sensu, JO, seront peut-être susceptibles de passer par les appels d'offres. Mais est-ce que toutes les opérations que Coca-Cola va entreprendre, par exemple, sur les JO, sont gérées par 2024 et par les plateformes? En fait, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est important d'être présent, d'être référencé sur la plateforme ESS 2024, d'être dans nos radars. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que non seulement nos prestataires, les prestataires stratégiques avec lesquels on travaille et certains de nos partenaires se tournent vers la plateforme pour sourcer des acteurs innovants ou dans des secteurs bien précis. On parle aujourd'hui d'économie circulaire, mais ce que je veux dire, c'est que la première chose, c'est d'être dans nos radars pour anticiper les choses. Et alors, il y a des appels d'offres qu'on va gérer directement. Donc, et ensuite, je dirais que les opérateurs, eux, ils vont faire le job de leur côté. On ne va pas les materner. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais alors j'entends bien, mais du coup, on a tout un travail à faire, nous aussi, directement, commercial, si j'ose dire, en direction de ces personnes-là. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que ce que vous ne pouvez pas faire avec Paris 2024, c'est-à-dire taper à notre porte, aller nous voir, etc., parce qu'on est soumis au code des marchés publics et on ne peut pas le faire. Moi, je viens du privé. Je travaille sur un site événementiel avant. Et c'est vrai que, avec les opérateurs que nous allons retenir, qui sont pour la plupart des opérateurs, des entreprises, des PME ou des ETI privés, vous pouvez aller taper à la porte. Voilà, non, mais c'était le sens vous voyez, c'était le sens de ma question parce qu'il y a deux, en fait, il y a deux process, en fait. Exactement. Le process, on va dire, commande publique est beaucoup plus rigide. On doit se tenir à distance des prestataires alors, on crée les conditions pour essayer de créer les conditions pour faire monter à bord des petites structures. Mais dans le privé, c'est quand même beaucoup plus souple pour y avoir travaillé. Et là, c'est important d'avoir une démarche proactive, d'identifier les acteurs que nous allons retenir et d'aller taper à leur porte pour leur dire, voilà, sur ce périmètre-là, je peux vous apporter une solution
en matière d'économie circulaire, au niveau de la protection de l'environnement, la gestion des déchets, l'innovation sociale, au niveau du handicap. En tout cas, voilà. Merci. Alors, merci à vous. Je continue un peu avec les questions dans le chat. On a eu pas mal de questions pour donner quelques précisions sur vos besoins côté Paris 2024. Il y a eu des questions sur la mobilité douce, notamment. Est-ce qu'il y a des besoins côté Paris 2024 en termes de mobilité douce? On sort un peu du sujet cœur, hein, mais bon, j'imagine que c'est parce que c'est lié à des sujets d'économie circulaire en tant que tel. Donc pour ça, Christian, vous n'hésitez pas à contacter ESS 2024 aussi. J'ai répondu de la même manière à Caroline Maillet sur des questions très précises de mobilier reconditionné. On est vraiment là pour faire le point sur les opportunités à venir en tant que telles. Je vais laisser peut-être Paris 2024 en dire un mot, mais la mobilité douce en tant que telle, c'était pas forcément la thématique priorisée aujourd'hui du webinaire. C'est pour ça qu'on a surtout parlé d'économie circulaire, de mobilier, de signalétique, etc. Le temps que je trie les autres questions, je vous laisse la parole Paris 2024 rapidement. Alors, mobilité douce. Oui, effectivement, c'est un enjeu, hein, c'est-à-dire que voilà, on va pousser les spectateurs à se déplacer, à utiliser les transports en commun, covoiturage, quand les personnes vont venir de province, et puis à circuler à vélo. Et il va y avoir des besoins sur les différents sites de compétition. On entend par mobilité douce l'utilisation de vélos, de trottinettes, l'aménagement de pistes cyclables, de stations pouvant accueillir des vélos jour d'événements. Aujourd'hui, on voit que sur certains sites de compétition, ça manque clairement, c'est-à-dire qu'on a des grands parkings pour les voitures. Et là, ces parkings ne seront pour la plupart pas activés en 2024, puisque, à part évidemment pour les personnes en situation de handicap qui n'ont pas d'autre choix que d'arriver en voiture. Mais par contre, on va encourager, et moi, c'est pas mon périmètre, hein, mais en tout cas, après, je laisserai peut-être la parole à Caroline qui travaille à l'excellence environnementale, mais effectivement, c'est la mobilité douce fait partie des sujets sur lesquels on travaille au quotidien, mais j'ai pas plus d'éléments à vous transmettre aujourd'hui, dans le détail en tout cas. En tout cas, c'est des sujets, je sais qu'on y travaille et dont j'entends parler régulièrement. Du coup, pareil, ça passera sans doute par ESS 2024 dès qu'il y aura des nouvelles sur le sujet. Alors, on a eu merci à vous, Christian. On a eu beaucoup de questions qui sont un peu remontées là quand j'ai un peu remonté dans la conversation sur concrètement ces critères développement durable, comment ça se passait, comment c'était appliqué. On ressent notamment une inquiétude dans le chat, en tout cas des structures présentes sur la réelle capacité pour ces grandes entreprises à vraiment appliquer ces critères de développement durable et comment vous allez le vérifier côté Paris 2024. On a même eu une citation d'exemple d'entreprises qui arrivent à un peu bidouiller quelque part ces critères RSE en disant tout ce qu'ils vont faire et qui derrière les appliquent pas. Voilà, est-ce que vous pouvez, Paris 2024, apporter quelques précisions sur vos exigences et sur le process de vérification? C'est une très bonne question. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais c'est une très bonne question et on y travaille aujourd'hui. En tout cas, là, on a défini une stratégie responsable des achats, on a défini des indicateurs, on a défini un périmètre pour faire tourner ces indicateurs et donc pour mesurer la performance sociale et environnementale. Alors, effectivement, souvent, on nous dit, voilà, c'est bien. D'ailleurs, avant, dans le cadre de mes précédentes fonctions, l'enjeu, il se situe surtout à ce niveau-là, c'est-à-dire d'être performant dans le suivi de la performance sociale et environnementale. Donc, ça va figurer dans les contrats. Il va y avoir des obligations de résultats qui dit obligation de résultats, dit pénalité, et des obligations de moyens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on va suivre la performance sociale et environnementale. On est en train de s'organiser en interne avec l'équipe excellence environnementale, l'équipe héritage et la direction des achats. On est en train de s'organiser non seulement en interne, mais on demande aux opérateurs
en tout cas aux prestataires, de s'organiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on leur demande de nous expliquer comment ils sont organisés pour s'assurer qu'en face de nous, déjà, on aura des personnes pour pouvoir suivre la performance sociale et environnementale. C'est prévu, en tout cas dans leur organigramme fonctionnel, opérationnel. Et puis, chez nous, on est en train de s'organiser pour suivre cette performance sociale et environnementale. Et on est en train de plancher, voilà, on s'est encore réunis cette semaine pour savoir comment on allait se répartir les sites et comment on allait suivre. Puisque l'idée, on sait très bien, vous et moi, que si on ne marque pas les prestataires à la culotte, ça ne fonctionne pas. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'on va marquer les prestataires à la culotte et qu'on va tout faire pour que les engagements pris soient respectés. Et on va surtout suivre les engagements qui vont être pris en matière d'innovation sociale et en matière d'économie circulaire. Ça, c'est la priorité. Après, on aura des obligations de moyens sur tout le reste. Mais sachez que sur ces deux engagements-là, sur ces deux piliers, ils vont être suivis de très près par les équipes de Paris 2024 et pas uniquement par les équipes de Paris 2024, mais par voilà, l'écosystème de Paris 2024 et je dirais l'écosystème dans son ensemble. Et là, j'intègre les collectivités, j'intègre l'État, etc. Ok, merci beaucoup. Une autre petite question, est-ce que les licenciés sur les produits dérivés sont déjà connus? Alors, les licenciés sur les produits dérivés, une partie des licenciés sont connus, puisqu'il y a différents segments. Il faut savoir que, en fait, les appels d'offres, enfin les AMI sur les produits dérivés, pour retenir les différents licenciés, il y a différents, ça va de la bagagerie à la casquette, en passant par les cartables scolaires, par les bijoux, et ça, c'est par les cravates, etc. Tout ça, ce sont différents segments. Il y a plusieurs dizaines. On a commencé à lancer les premiers AMI en 2020 et ça va s'étaler jusqu'en 2023. Donc ça tombe régulièrement. Alors il y en a certains qui sont connus et d'autres qui ne le sont pas encore. Ça dépend des segments. Et là, j'ai un tableau en interne avec, mais je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui puisque ça durait un peu trop longtemps. Merci beaucoup. C'est aussi des informations qui sont rendues publiques au fur et à mesure. Donc nous, par exemple, côté SS 2024, c'est des informations qui tombent régulièrement, qui sont les licenciés en tant que tels. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre, enfin bon, voilà, qui est complètement communicable quand c'est le cas. Il y a des questions un peu plus précises maintenant sur notamment la possibilité de se positionner sur des appels d'offres ou en tout cas sur des opportunités en lien avec des œuvres d'art ou en tout cas des créations uniques en lien avec les Jeux de Paris 2024. Est-ce que ça va devenir et par quoi ça va passer en fait? Est-ce que ça passe aussi par tout ce qui est direction économie circulaire, etc. Est-ce que ça va passer plutôt par par les services généraux? Est-ce que ça va plutôt passer par la direction culturelle? Est-ce que ça, vous savez déjà? Alors écoutez, la directrice de la culture de Paris 2024 est arrivée il y a un mois. Donc je pense qu'elle est en train de définir sa stratégie. Et là, j'ai pas la réponse à la question posée. On l'aura probablement dans les semaines qui viennent, mais cette personne vient d'arriver. Donc on va lui laisser le temps d'arriver et de nous expliquer comment elle souhaite fonctionner à ce niveau-là. Quitte à refaire un webinaire quand elle sera prête, évidemment, sur la thématique. Éventuellement. Éventuellement. Est-ce que, pareil, dans les questions un peu précises, si vous savez déjà, est-ce que la signalétique directionnelle et décorative, par exemple, la signalétique qui se trouve à l'intérieur des bâtiments, fait partie de la grande famille signalétique telle que vous la décrivez chez Paris 2024, ou est-ce que ça serait plutôt des demandes qu'on retrouverait dans des marchés de construction seconde œuvre? Alors, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que alors, il y a une partie de la signalétique qui va être gérée, qui va être portée. On parle de la signalétique directionnelle
sur un site qui va être construit. Donc ça va être porté par le BTP, je dirais, par la Solidéo. Par contre, tout ce qui est signalétique événementielle, ça va être géré directement par Paris 2024, puisque quand vous organisez un événement, en plus de la signalétique, on va dire, qui est directement liée au bâtiment, vous avez besoin d'une signalétique complémentaire pour gérer des flux de journalistes, par exemple. Pour gérer les flux de spectateurs, vous mettez en place des totems, etc. Donc il y a de la signalétique, je dirais, informative et direct, des signalétiques directives à la fois chez la Solidéo et chez nous. Mais le marché dont je parlais tout à l'heure, on aura de la signalétique directionnelle, bien évidemment, sur tous les événements. Et je pense que vous êtes déjà déplacé sur des événements internationaux ou en France. On fabrique beaucoup de signalétique directionnelle et informative pour les besoins de l'événement. Indoor et outdoor. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce possible d'avoir le nom de la directrice de la culture ou du service culturel? Alors là, il y a des règles en fonction des directions chez Paris 2024 qui sont un peu différentes en termes de prise de contact. Là, de toute façon, elle vient d'arriver, donc je ne suis pas sûre qu'elle répondra directement à votre sollicitation. Comment ça se passe en général côté Paris 2024, juste pour la meilleure manière de se faire connaître? Bon, je pense que Silver va renvoyer vers ESS 2024 à nouveau, il aura raison de le faire. En tout cas, Gomard ou Margot, je me permets de vous appeler comme ça parce que c'est comme ça que vous vous connectez sur le chat. On va faire un appel, comme on vous le suggérait, dédié pour vraiment voir ce que vous proposez et comment on peut faire connaître votre solution en tant que telle, parce que ça a l'air assez spécifique, en l'occurrence, de ce que je comprends, hein, de ce que vous écrivez. Dites-moi, vous pouvez prendre la parole, hein, dites-moi si j'ai tort. Gomard n'est peut-être plus connecté. Une question aussi intéressante de Jérôme. Avez-vous la possibilité de nous envoyer le rétro-planning des lancements des différents lots concernant la signalétique? Alors, le marché de la signalétique, il devrait être lancé dans le semestre qui arrive. Et j'ai pas de rétro-planning. Alors, ça va être un marché à l'outil, hein, évidemment, puisque le marché est très gros. Les lots, je les connais pas aujourd'hui. Pas sur mon périmètre. Hein, je dirais que c'est le responsable de la signalétique qui va être chargé de définir les lots en fonction de nos besoins. Donc ça, vous aurez l'information dans l'appel d'offres quand il va paraître, évidemment. Mais dans les semaines, je dirais les mois qui viennent. Merci beaucoup. Il y a un sujet dont on a peut-être un peu moins parlé et peut-être qu'on pourrait en rediscuter dans les quelques minutes qui nous restent avant de passer aux prochaines étapes. Juste pour concernant l'AMI Immobilier, comme je vous le disais, on va revenir vers vous, on va reboucler avec Paris 2024 sur les infos et on va revenir vers vous personnellement avec des informations pour toutes les personnes qui posaient des questions sur le sujet. Donc voilà, là c'est juste pour vous le dire parce qu'en fait on n'aura pas très honnêtement, on n'aura pas le temps de traiter tout le sujet là dans le cadre du webinaire, donc c'est pour pas que vous soyez frustrés. Voilà. Du coup, on a eu aussi des questions sur les D3E et on en a finalement un peu parlé pendant cette réunion. Est-ce que vous pouvez nous refaire un point sur les besoins en D3E et sur ce que vous comptez mettre en place comme politique et sur les marchés qui pourraient en découler éventuellement? Alors, sur le marché D3E, le numérique responsable, on envisage de lancer un marché réservé, au conditionnel. Sur ce marché D3E, c'est ce qu'il est prévu de faire dans les semaines qui viennent. Donc un marché réservé, c'est effectivement un marché qui est réservé aux structures qui emploient des personnes en situation de handicap ou aux structures qui emploient des personnes en situation d'insertion. Voilà.
Donc ça, alors voilà, donc c'était la question de Manon, marché réservé IAE ou handicap, c'est du conditionnel, donc j'imagine que Paris 2024 ne s'est pas encore tout à fait positionné sur la question. Mais de toute façon, la loi évolue à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand on Tout à lance un fait. marché réservé, avant, c'était soit l'un, soit l'autre, soit l'insertion, soit le Soit le SIAE, handicap, ouais. les SIAE d'un côté, soit le STPA de l'autre. Et là, on peut coupler les deux. D'ailleurs, ce qui est bien, parce que ça permet d'élargir le champ d'intervention des différents acteurs. Et on peut avoir des réponses groupées entre l'insertion, les structures d'insertion par l'activité économique, et puis le secteur du handicap, c'est-à-dire les EA, les ESAT et éventuellement les TIH, donc les travailleurs indépendants handicapés. Ok, merci beaucoup. Une petite question complémentaire en termes de sourcing, est-ce que vous avez des besoins sur du matériel informatique issu du réemploi? À ma connaissance, en tout cas, il y a certains marchés qui vont être lancés prochainement, mais en tout cas, pour les équipements, on a déjà référencé des prestataires pour équiper le siège social et pour équiper les collaborateurs de Paris 2024. Mais ça, on pourrait, je peux me renseigner de mon côté et revenir vers Pierre pour une réponse plus précise. Oui, le plus simple, Sylvain, c'est qu'effectivement, pour les informations complémentaires, vous revenez vers Clémence et moi, et puis nous, on retransmet de manière personnalisée, ça sera encore le plus simple, je pense. Et du coup, l'achat, pareil, dans les précisions demandées, l'achat reconditionné, c'est quelque chose qui est privilégié, c'est Paris 2024. Ah, il y avait Caroline qui voulait prendre la parole aussi. Caroline, je vous en prie. Merci, Pia. Oui, il y a plusieurs canaux de besoin. Silver parlait d'un marché réservé pour nos équipements en corporate, donc tout ce qu'on va avoir besoin, nous, en tant que structure Paris 2024. Il va y avoir des travaux de lancer au second semestre, notamment via un cahier d'impact des canaux sur la partie numérique responsable, donc qui là concernera tous nos besoins techniques et technologiques pour les opérations des jeux. Donc là, on sera vraiment sur les sites, sur les équipes sur place. Donc, enfin, c'est grosso modo là en termes de volume qu'on va avoir le plus de besoins. Enfin, des chiffres que j'ai un peu en tête, je pense que sur notre siège, on est aux alentours de 6 000 équipements. Pour les jeux, c'est 60 000 équipements techniques et électroniques. Avec bien cette précision que là, on va être quand même sur des besoins très, très spécifiques, souvent de retransmission média, mais qu'on aura quand même une partie d'équipement un petit peu plus standard. Et le troisième canal de travail sur les équipements électriques et électroniques, c'est un catalogue qu'on met à disposition de nos différents publics, par exemple les comités nationaux olympiques et paralympiques, les médias ou les officiels qui pourraient avoir des besoins de matériel pendant la durée des Jeux. C'est-à-dire qu'ils ont un petit catalogue où on leur fait à prix coûtant une forme de vente/location de matériel. Donc ça peut être une imprimante, un ordinateur, un téléphone, selon leurs besoins. Donc là, c'est vraiment à la carte. Donc on a ces trois volets-là pour lesquels on a des besoins. Dans ces trois besoins, vous devriez voir dans les prochaines semaines sortir la stratégie numérique responsable qui est portée par notre direction tech, dans laquelle vous verrez que le réemploi y figure en bonne place. Réemploi en entrée, c'est-à-dire comment est-ce que nous, on mobilise du matériel reconditionné ou en seconde vie, mais aussi comment on assure à l'issue des Jeux la seconde vie de tous ces équipements-là. Donc les directions sont là. Après, concrètement, comme le disait Silver, sur le marché corporate, on envisage un marché réservé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des éléments de reprise. Pour la partie activité des Jeux, là, a priori, on sera plutôt sur un appel à manifestation d'intérêt, tout en sachant qu'il va y avoir aussi un petit découpage avec les catégories qui sont prises par les partenaires actuels, puisque, vous le savez, on a du Samsung et du Panasonic, etc., qui se chargeront de nous livrer un certain nombre d'équipements, donc qui préemptent des catégories.
Et enfin, sur la partie catalogue, là, on a un travail en cours avec Silver pour faire bonne place aux structures de l'économie sociale et solidaire qui sont en capacité de fournir de manière très réactive des petits volumes de matériel reconditionné. Et tout ça, du coup, vous sera présenté dans le cadre des travaux de cahier d'impact menés par les canaux au second semestre, où on vous donnera des idées plus précises en matière de volume. Ça permettra de faire un pré-référencement aussi pour les candidats qui voudraient être connus dans le cadre de l'AMI, etc., etc. Très bien, merci beaucoup. Du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. On a déjà même dépassé de quelques minutes. Peut-être, du coup, il y a beaucoup d'informations qui ont été données. Donc, dans tous les cas, on vous transmettra, on vous reprendra contact avec vous pour répondre aux dernières questions. Peut-être pour conclure les prochaines étapes, l'idée de ce webinaire, c'était de vous faire redescendre de l'information depuis Paris 2024 pour que vous sachiez un peu quelles étaient les opportunités à venir. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment une année charnière dans le sens où il y a 50% des marchés de Paris 2024 qui vont être lancés, qui sont publiés cette année. Donc énormément de travail pour les équipes. Ça veut dire aussi que c'est pour ça que ces réunions sourcing ont du sens. L'idée, c'est que vous sachiez comment ça va se passer, que nous, on vous apporte les détails sur comment vous pouvez vous positionner côté ESS 2024 et comment vous pouvez vous grouper ou être au courant de ces opportunités-là. Et puis surtout qu'on fasse remonter vos solutions à Paris 2024. Donc, encore une fois, on a vos contacts via l'inscription. N'hésitez pas à nous les remettre là dans le chat pour qu'on puisse vous contacter, être bien au courant de la spécificité de votre savoir-faire, de votre plus-value en tant que tel, au niveau environnemental, au niveau social. Ça fera partie d'un livrable qui viendra, enfin, tout ce qu'on récoltera via ce webinaire viendra compléter un livrable qu'on rend ensuite à Paris 2024 qui, du coup, pourra se servir de ce livrable-là pour avoir des billes pour lancer effectivement ces marchés et faire en sorte qu'ils soient le plus ESS et environnement compatible possible. Voilà, donc là, donc merci, je vois qu'il y a des contacts qui arrivent. Merci beaucoup en tout cas de vous être connectés. Merci beaucoup aussi à Paris 2024 parce qu'on sait que c'est un exercice sans filet où vous devez répondre au fur et à mesure à un certain nombre de questions très variées. Donc c'est, je pense, assez utile mais aussi assez exigeant comme exercice. Donc merci encore. Et je vous laisse le mot de la conclusion si vous le souhaitez. On vous remercie en tout cas pour cet échange. C'est toujours, voilà, maintenant c'est vrai qu'il faut trouver de la disponibilité. Franchement, il y a beaucoup de travail en ce moment. C'est vrai que, comme le soulignait Pierre, on lance 50% de nos marchés, donc aux achats et dans toutes les directions, il y a un énorme travail. On essaie de se rendre disponible pour essayer de transmettre un maximum d'informations, pour essayer de vous impliquer dans le projet, dans ce formidable projet et essayer de vous embarquer avec nous parce qu'on a besoin de vous. On sait que les TPE, PME et les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont une réelle valeur ajoutée. Donc, on a besoin de vous et voilà, c'est c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Maintenant, la grande difficulté pour nous, c'est de nous rendre disponibles, mais là, c'était le cas aujourd'hui et je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci encore. Et puis, du coup, cette réunion sourcing a pu avoir lieu aussi grâce à la mobilisation des équipes Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Coopératif, BPCE étant partenaire premium des jeux. Ça fait partie aussi ils ont à cœur de pouvoir faire en sorte que ces marchés soient diffusés, soient rendus accessibles aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, TPE, PME. Voilà, donc c'est important que vous soyez au courant aussi du cadre global dans lequel ce type de réunions ont lieu. Merci à toutes et à tous. On vous laisse poursuivre votre journée de travail et puis on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.